Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver. Nous parlons ce soir d'un véritable problème de santé publique, en l'occurrence le diabète. Cette épidémie mondiale qui touche de plus en plus de monde autour de nous et qui concerne près de 15% des Algériens. L'augmentation du nombre de diabétiques concerne tous les âges. Malheureusement, les plus jeunes ne sont pas épargnés. Cette évolution n'est pas sans conséquences. En effet, avec un diabète débutant dans l'enfance, la durée de suivi est plus longue et donc le risque de complications est plus important. De plus, généralement réservé à l'adulte, le diabète de type 2, généralement réservé à l'adulte, touche de plus en plus également d'adolescents en raison du nombre croissant d'enfants atteints d'obésité. Comment reconnaître un enfant atteint de diabète? Comment apprendre aux jeunes diabétiques à vivre avec leur maladie qui vient chambouler leur quotidien mais aussi celui de leurs parents? Quels sont les traitements et les dispositifs qui peuvent aujourd'hui améliorer la qualité de vie de ces enfants? Voilà en gros le propos que je vous propose ce soir, et pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir une habituée de l'émission, professeur Ladjouz Asmahen. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie de l'avoir accepté. Vous êtes pédiatre, vous êtes présidente de la Société algérienne d'endocrinologie et de diabétologie pédiatrique. J'ai également le grand plaisir de recevoir ce soir un témoin. Merci d'avoir accepté de témoigner gentiment dans cette émission. Oui, bonjour. Je suis ravi de venir ici, de m'inviter et de parler à cette maladie-là. Oui, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est monsieur donc Abdelhalim Mejdel. Vous êtes papa d'une enfant atteinte du diabète, qu'on salue au passage. Alors, j'ai également le grand plaisir de recevoir professeur Bensmina Menoubia. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie de l'avoir accepté. Vous êtes chef de service pédiatrie à l'hôpital de Douira. Et enfin, j'ai le grand plaisir de recevoir professeur Mimouni Safia. Vous êtes chef de service endocrinologie au niveau du CPMC à Alger. Bienvenue. Bonsoir, merci aussi pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie à vous quatre de venir parler de ce sujet qui, à mon avis, n'est pas assez abordé dans les médias. On parle tous les ans du diabète et de la prévention, mais nous parlons très peu de la part qu'occupent les enfants dans cette maladie. Dans le monde, professeur Asmahen Ladjouz, nous parlons donc de cette épidémie qui prend de l'ampleur. Nous parlons de prévention lorsqu'on parle des adultes. Est-ce que nous avons les mêmes préoccupations lorsqu'on parle du diabète de l'enfant? Est-ce qu'on peut parler déjà de prévention? Alors, le diabète de l'enfant est en grande majorité un diabète de type 1. D'accord? Donc, dans le diabète de type 1, c'est vrai que les gens ont toujours cette idée que c'est comme le diabète de type 2 et que si ils avaient donné moins de sucre à manger à leurs enfants, etc., ils n'auraient pas eu de diabète. Non, ce n'est pas vrai. D'accord? Dans le diabète de type 1, c'est une maladie où le corps ne fabrique pas d'insuline et donc, en fait, que vous donniez ou vous ne donniez pas de sucre, ça va apparaître. D'accord? Donc, il n'y a pas une prévention comme de ne pas manger de sucre, de faire du sport, etc. C'est une maladie qui apparaît parce qu'il y a des anticorps qui sont sécrétés et qui vont détruire les cellules qui fabriquent l'insuline dans le corps. Et donc, il n'y a pas de prévention proprement dite. Actuellement, avec les nouvelles données sur la recherche, etc., il y a des traitements qui permettent chez des patients dont on sait qu'ils vont développer un diabète ou qui commencent à peine à avoir les premiers signes de ralentir la progression du diabète. Mais prévenir le diabète de type 1, non, c'est chez l'enfant en tout cas, pour l'instant, c'est encore impossible pratiquement. Oui. Alors, on ne peut pas parler vraiment de prévention comme dans le diabète de type 2, mais on peut parler quand même d'augmentation de l'incidence, ce qui est un peu calcable entre les deux diabètes. Malheureusement, est-ce qu'on a une explication aussi parce que quand on parle, je pose cette question parce que quand on parle du diabète de type 2, on sait aujourd'hui que c'est dû à notre mode de vie, qu'il y a beaucoup de facteurs environnementaux qui interviennent, comme la sédentarité. Mais pour le diabète de type 1, pourquoi cette augmentation de l'incidence ? Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits dans le monde. On sait qu'on développe un diabète de type 1 parce qu'on est prédisposé génétiquement à avoir un diabète de type A et que sur cette prédisposition génétique vient intervenir un facteur de l'environnement qui pourrait être une infection, qui pourrait être peut-être de la pollution. Si on savait, ça serait la solution justement pour faire de la prévention et ça déclenche une réaction immunitaire inappropriée qui va aboutir à la destruction des cellules du pancréas. Tout ce qu'on sait que nous, en tout cas actuellement en Algérie, il y a eu effectivement une augmentation de l'incidence du diabète de type 1 puisqu'on est passé avant 2009, les dernières données, on était un pays à faible
incidence de diabète de type 1, en tout cas pédiatrique. Et sur les dernières données, on est dans le top 10 des pays en matière d'incidence de diabète de type 1 de l'enfant, qu'on considère la population pédiatrique les 0-14 ans ou les 0-20 ans. On est à 34,8 pour 100 000 enfants du même âge, qui est une valeur extrêmement élevée. Plus de 30, on considère que c'est une incidence élevée, en tout cas dans le monde, et qu'il faut mettre les moyens, sensibiliser pour la prise en charge, pour le diagnostic, et pour justement les prendre en charge correctement et leur donner la possibilité de vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Oui, absolument. On va poser peut-être la question justement à Monsieur Mchdel. Je rappelle encore une fois que vous êtes le papa d'une fille atteinte de cette pathologie, qui a aujourd'hui 9 ans. Elle a été diagnostiquée diabétique à l'âge de 4 ans. Dites-nous un peu comment vous avez découvert, comment ça s'est passé, comment vous avez découvert qu'elle était diabétique. Les premiers temps, voilà. Les premiers temps, ma fille, elle va et vient vers les toilettes tout le temps. Oui. On reste à manger à table et tout ça. On va la trouver dans la même durée. Elle va y aller 2 fois, 3 fois, 4 fois. Là, avec sa maman, on a donné des questions. On a posé des questions. Qu'est-ce qu'elle a? On a un pressentiment. Sa mère et moi aussi, on a dans nos pensées qu'on a dit c'est un diabète. Oui. Peut-être que c'est un diabète. Mais comme on ne sait pas, il y a des petits-enfants qui ont du diabète, donc on a un pressentiment. Vous avez consulté tout de suite ou vous Oui, êtes dit oui. que... C'est effectivement, on a allé vers un généraliste, un médecin généraliste. Au début, il nous a dit, voilà, moi personnellement, j'ai parlé avec lui, je lui dis, voilà, j'ai un sentiment que c'est un diabète. Non, il m'a dit, voilà, on ne peut pas imaginer ça parce que peut-être que c'est une infection urinaire. Il m'a donné un traitement. Bien sûr, on s'est rentré à la maison, mais toujours la fille, elle maigrit. Ah d'accord, on ne vous a pas demandé de faire des analyses ou... Non, le premier temps. Mais après, mais toujours, elle n'est pas bien. On sent qu'elle est maigre, fatigante. Elle mange bien, mais elle maigrit. Elle maigrit. Donc à partir de là, on a passé chez un pédiatre. C'est très bien, hein. Voilà. C'est très bien de vous avoir inquiété justement. Vous êtes inquiété. Madame la pédiatre, où je salue au passage, elle nous a dit heureusement, elle n'a pas fait au coma. Voilà, la sidocétose. Donc elle est allée. Donc c'est une séance où elle a fait tout ce qu'il fallait faire. À la dernière minute, elle a pris les analyses urinaires avec des bandelettes. Donc là, elle nous a déclaré, elle nous a dit, voilà, 90%, elle a un diabète. Moi, dans ma conscience, c'était à 110%. Oui. Vous étiez déjà sûr on va revenir sur le diagnostic tout à l'heure, Monsieur Mchdel. Je vais ajouter ce point. Elle nous a orientés directement vers l'hôpital. D'accord. Donc, c'est très bien, la transition est toute faite pour la question justement. Est-ce que justement aujourd'hui on a les outils de prendre en charge ces enfants? Quand je parle des outils, est-ce qu'on les diagnostique à temps? Est-ce qu'on a les moyens de les prendre en charge en termes de traitement et en termes d'information aussi, parce qu'on voit qu'il n'y a pas que les parents qui sont mal informés finalement, même les médecins généralistes, puisque le médecin généraliste a dit que non, il faudra attendre, alors qu'on aurait pu faire peut-être une prise de sang. En fait, c'est probablement parce que nous sommes passés d'une période où on avait beaucoup de maladies infectieuses, les maladies transmissibles, et les enfants, c'était surtout ça, les infections. Et maintenant, on est dans une phase de maladies non transmissibles. Et là, d'ailleurs, le plan national a été amorcé en 2010 pour la recherche et l'éventuelle prise en charge des maladies non transmissibles. Et à partir de là, a été installé un registre pour le diabète de type 1. Puisqu'on se souciait du diabète, on n'a pas séparé le type 1 du type 2, bien que le type 2 soit beaucoup plus important. Et là, on a commencé à installer ces registres qui fonctionnent tant bien que mal et avec lesquels on arrive à avoir des chiffres et qui font que d'année en année, l'INSP donne
donnent des statistiques sur ce qu'on leur a déclaré. Maintenant, comme on voit le circuit de cet enfant, de l'âge de 4 ans, bien sûr que le premier réflexe, c'est le médecin généraliste. Donc, il faut aller vers le médecin généraliste pour les premiers symptômes. Et je pense que la réaction a été très rapide et dans le bon sens. Il l'a orienté vers le pédiatre et lui-même, le pédiatre, peut-être dans une polyclinique ou dans un cabinet, a reconnu que cette maladie devait être prise en charge dans un service hospitalier, tant la lourdeur de la prise en charge, tant de l'enfant que de la famille. Parce que nous avons ici le père, mais il y a le père, il y a la mère, et il y a même la fratrie. Tout le monde est concerné lorsqu'un des enfants est porteur de diabète, surtout à l'âge de 4 ans, parce que, bien évidemment, elle a maintenant 9 ans, mais ce sera pour la vie. Hein. Oui, et donc, même s'il y a des développements quant à la prise en charge, et grâce à Dieu, il y en a de plus en plus, pour alléger le fardeau des parents et la douleur de l'enfant, pas douleur en symptômes, hein, mais douleur de piqûre, douleur d'injection, etc. Et tout est fait, on va probablement en parler tout à l'heure, pour que les nouvelles technologies soient au service du patient le plus jeune possible, et j'espère que ça sera bientôt chez nous. Inch'Allah. Si vous me permettez, juste par rapport aux outils diagnostiques, de toute manière, les professionnels de la santé doivent tous être sensibilisés au diagnostic de diabète de type 1, puisque même les professionnels de la santé, c'est l'expérience du monsieur, le premier contact n'a pas été tout de suite en se disant c'est un enfant, il ne peut pas faire un diabète de type 1. Un enfant, quel que soit l'âge, même des nourrissons font des diabètes de type 1, et on doit être sensibilisé sur des symptômes. Ils peuvent uriner beaucoup, ils peuvent maigrir, mais ça peut être aussi, il a une détresse respiratoire, il a des douleurs abdominales, il a d'autres signes. C'est un examen qui est simple de faire la bandelette urinaire, c'est pas un examen qui est coûteux, qu'on peut faire en cabinet, qu'on peut faire dans une polyclinique, qu'on peut faire dans une structure de soins, et qui permet justement de dépister et de voir est-ce que réellement il y a une... Et encore faut-il y penser justement, professeur. Je suis tentée de vous poser la question autrement. Est-ce que vous pensez qu'on fait aujourd'hui suffisamment de pédagogie sur cette pathologie? Parce que comme disait M. Mjdel, moi je ne pensais pas qu'un enfant pouvait avoir cette maladie. Oui, alors c'est vrai que peut-être qu'il faudrait que vous, les médias, vous fassiez plus de sensibilisation par rapport au diabète de l'enfant pour la population générale, mais quand même le personnel médical est formé, voilà, les médecins, même les généralistes ont un cours pendant l'externat sur le diabète de l'enfant spécifiquement. Donc tout médecin sait que le diabète peut faire un enfant et que les enfants font plus de diabète de type 1 que chez l'adulte. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même rare de ne pas y penser. Et le signe qu'a décrit M. Mjdel, ce qu'on appelle la polyuropolytypsie, les enfants qui font beaucoup pipi et qui boivent beaucoup, c'est le premier signe qui doit alerter vers le diabète de l'enfant. Et je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de parents qui le savent et qui, dès que leur enfant se met à faire pipi plus que souvent, boit beaucoup, devient énurétique, fait pipi la nuit alors qu'il ne faisait plus pipi la nuit, ils pensent déjà que c'est un diabète. Ils le savent quand même dans la population générale. Alors probablement qu'il faut faire plus de sensibilisation, mais le personnel médical est censé le savoir. Voilà. Et malheureusement, je dirais, ça c'est quelque chose d'important. Malheureusement, on ne dépiste pas, on ne diagnostique pas les enfants à ce stade assez tôt. Et on a encore, donc pratiquement 30% des cas, les enfants arrivent en complication, c'est-à-dire l'acidocétose, qui est une complication grave, qui peut être mortelle, d'accord ? Et c'est encore 30% des cas dans notre pays. Même dans d'autres pays, mais énorme. Donc c'est énorme. Donc il faudrait effectivement qu'on arrive au stade avant, où on est juste au stade où ils urinent beaucoup, ils perdent éventuellement un peu de poids, mais pas où ils sont obligés d'être hospitalisés avec une perfusion, etc. Enfin, je vous invite justement de voir à quoi ressemble une consultation. Ça sera au niveau de votre service, au niveau de CHU de Bab-el-Oued. On va faire immersion justement dans votre service pour voir comment sont pris en charge les enfants diabétiques. C'est un reportage signé Enis Belkacem. Regardez. Dans la salle de soins de l'établissement public de santé de proximité de Bab-el-Oued, nous avons rencontré cette jeune maman. Pour elle, cette visite médicale est devenue une routine essentielle pour sa petite fille, diagnostiquée diabétique de type 1, depuis 1 an et demi. Elle partage avec nous les premiers signes qui l'ont poussée à consulter. كان عندها 13 mois في الدار وماركيت بلي بدات تشرب الماء بزاف دير بيبي بزاف بدات تشيان بعد سمانه شيانت تشرب الماء بزاف وفشلانه ولات ما تنوضش تمشي ولات ما تلعبش ما تحبش تاكل. Le diabète de type 1 chez l'enfant est une maladie auto-immune impliquant à la fois des facteurs génétiques et environnementaux ou des infections virales.
On ne sait pas quelles sont les causes qui déclenchent le diabète. Pourquoi il y a un enfant qui va faire un diabète dans la même famille ou pas, d'accord ? Mais il y a plusieurs facteurs qui sont incriminés, normalement certains virus, et c'est pour ça que souvent on a des épidémies de diabète saisonnier. On a eu pas mal de cas après le Covid, après certains virus qui ont été incriminés. Mais la cause qui fait que c'est déclenché à ce moment-là, comme dans toutes les maladies auto-immunes, ce n'est pas connu. Concernant le traitement, il repose sur l'administration d'insuline avec plusieurs options, comme les injections multiples ou les pompes à insuline. Premier axe, l'insulinothérapie. Deuxième axe, très important, l'alimentation. L'alimentation de l'enfant diabétique, c'est une alimentation tout à fait normale. Et enfin, la troisième partie, et c'est probablement la plus importante, c'est la surveillance du diabète. Et celle-là, elle est à plusieurs niveaux. Elle est quotidienne, à la maison, tous les jours. La maman, vous voyez, elle a l'appareil dextro. Elle a cette petite fille, comme elle est toute petite, elle a un appareil de surveillance continue du diabète qui permet d'éviter de faire des dextros à chaque fois. Et un enfant qui est diabétique, il doit avoir au minimum 6 mesures de glycémie par jour. De là, nous nous rendons au service d'hospitalisation pédiatrique du CHU de Bab el-Oued. Mehdi a été récemment diagnostiqué avec un diabète de type 1. Son hospitalisation est cruciale pour surveiller sa glycémie et éviter les complications. Alors chez Mehdi, on a eu la chance de pouvoir mettre un capteur de glycémie, c'est la chose que vous voyez là, et qui nous donne en fait un graphe avec la glycémie en continu et qui nous permet de suivre sa glycémie au quotidien, et c'est vraiment, ça évite de faire autant de dextro. Outre l'insuline, la gestion du diabète de type 1 chez l'enfant comprend généralement une surveillance étroite de la glycémie et un régime alimentaire équilibré. Il y a une méthode d'insulinothérapie qui est nouvelle, donc c'est l'insulinothérapie fonctionnelle. Elle se base sur le comptage du glucide par rapport à l'alimentation. Donc elle permet à l'enfant de manger généralement tout ce qu'il veut en se limitant sur une alimentation saine. La prévention précoce du diabète de type 1 chez l'enfant est cruciale pour réduire les risques dès un jeune âge. Une sensibilisation aux symptômes favorise un diagnostic rapide et une prise en charge efficace. Oui. Alors, question pédagogique, professeur Mimouni. Quelle est la différence entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2 ? On en parle depuis tout à l'heure, mais on n'a pas expliqué. Alors, auparavant, ils avaient même des définitions qui étaient en rapport avec le traitement, puisque le diabète de type 1, comme on vient de le voir, c'est une maladie auto-immune qui va détruire les cellules du pancréas qui produisent de l'insuline. Et donc, il n'y en aura plus. Et donc, le malade, s'il ne reçoit pas de l'insuline, il va faire un coma et probablement un décès. Donc, ça s'appelait le diabète insulinodépendant, tellement maintenant c'est le diabète de type 1. Le deuxième, c'est le diabète non insulinodépendant. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de destruction totale des cellules donc, du pancréas qui produisent de l'insuline. Le dysfonctionnement, il est parfois dans la quantité d'insuline qu'il sécrète et parfois dans la rapidité d'action de cette insuline. Et donc, on en a quand même dans le diabète de type 2, mais elle ne fonctionne pas très bien. Et c'est 90% des diabètes en général. C'est pour ça qu'on en a toujours parlé beaucoup, des diabètes de type 2, diabète de la maturité, non insulinodépendant, enfin il a eu plusieurs noms, et c'est des diabètes qu'on peut traiter par des comprimés qui vont agir à différents niveaux, soit en améliorant la fonction de l'insuline, qui est déjà sur place sécrétée, soit à un niveau d'évolution de la maladie. Si vraiment on n'arrive pas à équilibrer le malade, certains diabétiques de type 2 maintenant reçoivent eux aussi de l'insuline. Donc c'est deux maladies différentes, tant dans l'âge que dans la cause, que dans la fonctionnalité en général. Alors, on a expliqué brièvement tout à l'heure la cause un peu de diabète de type 2. C'est connu aujourd'hui, on en parle très régulièrement pour faire de la prévention notamment. Pour les diabètes de type 1, il y a plusieurs pistes. Alors, on a parlé déjà de la maladie auto-immune, donc c'est un peu notre immunité qui s'attaque au corps ou qui s'attaque aux cellules de l'insuline, c'est ça ? Oui, c'est le corps, il se met à sécréter. C'est pour ça que on est prédisposé génétiquement. Suite à un facteur de l'environnement, on se met à sécréter des anticorps qui sont dirigés contre les cellules du pancréas. Et il y a une destruction qui va se faire sur plusieurs semaines, plusieurs mois. La sécrétion d'anticorps peut rester pendant une longue durée. On peut avoir des anticorps positifs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des équipes font de la prévention par rapport à cette immunité. Et quand on détruit 80% de cellules pancréatiques, on va révéler la maladie diabétique et on les diagnostique. À ce moment-là, ils commencent à uriner souvent, ils commencent à maigrir, ils commencent à être fatigués. Et c'est à ce moment-là que le diagnostic de diabète il est posé. Oui. On parle aussi de l'implication de ce qu'on appelle aujourd'hui l'hypothèse hygiéniste.
c'est-à-dire le fait d'être un peu privé un peu des microbes, où notre immunité serait un peu faible. Et c'est ça qui induit un peu les maladies auto-immunes ou pas, finalement? C'est une piste ou pas? On ne sait pas trop, il y a des pistes, il y a tout ce qui perturbe l'immunité, ce sont des pistes de recherche, mais il n'y a rien qui est prouvé. Il n'y a rien qui est prouvé de façon formelle. Je vous pose cette question parce que beaucoup de choses, vous pédiatres, vous pouvez le confirmer, il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui en train d'être revues. Par exemple, moi je me rappelle que quand on tarabustait pour stériliser les biberons, par exemple pour les tout petits, aujourd'hui on est en train de revoir cette indication. Aujourd'hui on dit qu'il ne faut plus stériliser les biberons, par exemple. Pour stimuler un petit peu l'immunité. Oui, pour stimuler l'immunité, par exemple. Parce que l'immunité c'est un équilibre entre l'immunité anti-infectieuse et l'immunité qui va être justement auto-immune. Dans l'émission qui est passée vendredi passé, on parlait des TH1 et des TH2. Et si on ne fait pas d'infection, donc l'immunité elle va être plus dirigée vers tout ce qui est auto-humain. Mais dans le diabète, en tout cas de type 1, cette hypothèse hygiéniste, même si elle est évoquée dans toutes les pathologies auto-immunes, le diabète y compris, c'est pas celle qui est au premier plan. Il y a d'autres hypothèses, par exemple la modification du microbiote intestinal, les accouchements par césarienne fréquents, tout ça va perturber l'immunité de façon générale. Il y a des pistes, il y a certaines infections. Oui. Parce que l'environnement y est pour beaucoup. C'est ça. Plus on est exposé, et plus le système immunitaire doit se défendre et nous défendre, et plus on a un système immunitaire plus ou moins fort. Et c'est pour ça que, par exemple, pour l'exemple de la césarienne, quand on ne passe pas par la voie normale et quand on n'a pas avalé dès le début des sécrétions qui, pour le moment, semblent être, disons, un peu sales, eh ben, on a une immunité qui est réduite. Et même dans l'environnement, sans compter les perturbateurs endocriniens, on mange de manière assez peu naturelle et donc forcément, le système n'arrive pas à être assez solide ou assez sollicité pour être renforcé et nous défendre comme il faut. Oui, on parle aussi de l'impact du Covid, professeur Ladjouz, et dans certains pays, on parle aussi de la déclaration de formes sévères ou de formes plus sévères du diabète de type 1 après la Covid. Ce qui s'est passé en fait dans les autres pays, mais même chez nous probablement pendant le Covid, c'est que les gens avaient tellement peur d'aller à l'hôpital que, en fait, au lieu de consulter lors des premiers signes, ils attendaient que ce soit trop tard et les enfants arrivaient en acidocétose et du coup c'était vraiment trop tard. Donc en fait je pense pas qu'il y avait, les formes étaient plus sévères, mais elles étaient diagnostiquées plus tardivement. Exactement, c'est un contexte et on a vu ça aussi chez nous un petit peu. Après, peut-être effectivement qu'il y a certaines études qui ont montré une augmentation de l'épidémie de diabète après le Covid. Nous, on n'a pas encore les chiffres d'Alger, mais dans certaines régions. Il y a une recherche britannique justement, puisque vous en parlez, qui donne une augmentation de 14% par rapport par an du diabète de type 1 depuis 2020. Donc, voilà, ce qui renforce un peu l'idée qu'on a tous un petit peu que probablement que le facteur déclenchant tout au moins, parce qu'il y a celui qui déclenche les anticorps, c'est un sujet prédisposé à cause de sa génétique. Il y a le déclenchement de la synthèse d'anticorps qui vont aller détruire les cellules du pancréas. Et après, il y a un autre facteur qui va déclencher le diabète en lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus assez de cellules qui sécrètent l'insuline et il y a quelque chose qui va déclencher ce diabète. Et c'est vrai qu'on a plutôt tendance à penser qu'il y a un facteur extérieur probablement infectieux, peut-être un peu environnementaux, mais probablement quand même infectieux. Et le Covid vient renforcer un petit peu cette idée. Il y a d'autres virus qui ont été impliqués, le Coxsackie, etc. Oui. On arrive un peu aux symptômes. Vous en avez parlé tout à l'heure, Monsieur Mjdel. Vous avez parlé notamment de cette envie d'uriner très, très pressante pour votre fille ou qui allait assez souvent quand même au sanitaire. Alors, à côté de cette envie d'uriner, qu'est-ce qu'il y avait comme autre symptôme chez elle après? Est-ce qu'il y avait d'autres symptômes que vous avez observés? Elle est maigre toujours, malgré elle mange bien. Elle maigrissait. Elle maigrissait toujours. Elle mange beaucoup, mais le changement, soi-disant, elle n'a pas pris de poids. D'accord. Toujours le poids, il est faible par rapport à son âge, parce que c'est un enfant qui est toujours avec nous, donc on remarque, on a des observations à propos de sa santé et tout ça, à propos du poids et de l'enlèvement d'elle. Oui.
Professeur Bensmina, le diabète de type 1, hein, ce n'est pas une maladie insidieuse finalement, hein, c'est pas très calcable hein, au diabète de type 2. C'est une maladie très parlante. On ne peut pas passer à côté d'un diagnostic de diabète de type 1. En principe, on ne devrait pas passer à côté d'un diagnostic de diabète de type 1 parce qu'en général, c'est une maladie qui se révèle relativement vite. C'est-à-dire que la destruction des cellules pancréatiques va mettre plusieurs mois, mais au moment où la maladie apparaît, où il y a 80% des cellules pancréatiques qui sont détruites, les symptômes sont là. Monsieur c'est ça en gros. Hein. Monsieur Mejdel vous a dit elle est fatiguée. Elle est fatiguée tout simplement parce qu'elle consomme du sucre. Le sucre, c'est l'essence, c'est l'énergie pour l'organisme, mais il ne peut pas rentrer à l'intérieur de la cellule. Et donc, comme il ne peut pas rentrer à l'intérieur de la cellule, donc elle ne peut pas fonctionner et ils se sentent fatigués. Toute activité physique, ils sont incapables parce qu'ils n'ont pas tout simplement d'énergie pour le faire. Et ils mangent, ils maigrissent parce qu'ils vont puiser sur leurs réserves, ils vont puiser sur leurs muscles, ils vont puiser sur leur graisse, ils se déshydratent, ils urinent beaucoup. Il y a d'autres signes. Le diabète... Quels sont les autres signes ? Il peut y avoir d'autres signes, par exemple, à des stades plus avancés, on peut être gêné, polypnéique, on respire un peu superficiellement, ils ont une odeur un peu particulière, ça sent un peu l'odeur de pomme pourrie, on peut avoir des douleurs abdominales, ils vont avoir mal au ventre, et parfois ils consultent dans des tableaux pseudo-chirurgicaux, et quand on fait la bandelette, c'est pas chirurgical, c'est un diabète, et la prise en charge elle est médicale, mais ça on est déjà à des stades avancés. Un enfant qui maigrit, un enfant qui est fatigué, un enfant qui urine beaucoup, un enfant qui était propre et qui se remet à faire pipi au lit ou qui se réveille au milieu de la nuit pour aller normalement aux toilettes, on doit s'inquiéter. Dans les familles, justement, il y a beaucoup de diabète. Pour faire de la sensibilisation, il y a beaucoup de diabète de type 2 et dans l'entourage, on a toujours une grand-mère, un grand-père, une maman ou un papa, on pense à lui faire une glycémie capillaire. On fait le prélèvement et si on a des valeurs anormales, élevées, il faut aller se présenter au médecin. En fait, je voulais juste préciser, hein, justement pour faire de la prévention ou pour attirer l'attention des gens qui nous regardent, quand on dit un enfant qui boit beaucoup, ça veut dire quoi, boire beaucoup ? C'est combien de litres, par exemple ? C'est pas en litres de toute manière, c'est en fonction du poids, la quantité de liquide dont l'organisme a besoin. C'est la maman. Ils ont des pressentiments. Parfois, on peut dire il fait chaud, on est dans un pays chaud, par exemple. Un enfant qui se réveille au milieu de la nuit plusieurs fois pour aller boire de l'eau. Un enfant qui ne peut pas, par exemple, il va à l'école, il demande tout le temps à son enseignante d'aller au sanitaire ou demander la permission de boire de l'eau. On se rend compte que sa consommation a augmenté. Parce que c'est des enfants qui avaient des habitudes normales avant. La normalité, on ne peut pas la définir comme ça en disant à une maman, la normalité c'est 2 litres, c'est 3 litres. La normalité c'est ce que faisait votre enfant avant. C'est le changement, c'est-à-dire il faut observer le changement. Un enfant qui n'allait pas aux toilettes et qui passe son temps à demander à l'enseignante, on ne va pas dire il m'embête, on va se dire c'est important ça, de rappeler ça aussi. Il faut le signaler à sa maman déjà. Lui dire que pendant les cours, il veut aller très souvent au sanitaire parce qu'ils sont souvent à l'école pendant pratiquement 8 heures. Rappelez aussi que c'est une urgence. Quand on constate ce type de symptômes, il ne faut pas dire que non, l'enfant est fatigué, que ça ne va pas, on va attendre un peu. C'est une urgence, finalement, le diabète de type 1. Oui, parce que les symptômes ne sont pas anodins quand même, parce que en plus du syndrome qu'on vient de voir, là, boire beaucoup et uriner beaucoup, il y a la fonte, il y a l'enfant, du fait que l'insuline, en plus de réguler la glycémie, et c'est une insuline qui fait grossir, la preuve dans le diabète de type 2, la plupart sont un petit peu en surpoids, c'est parce qu'ils ont beaucoup d'insuline, mais qui n'est pas efficace. L'enfant qui n'en a pas est en train de fondre aussi. Non seulement il consomme ses réserves, mais en plus il n'a pas d'insuline pour faire des stocks. Alors il fond. Et voir un enfant, au lieu de le voir grandir et grossir, le voir reculer, c'est-à-dire fondre comme ça, c'est quand même un des symptômes les plus inquiétants. Outre la fatigue, on l'a vu dans la vidéo, la dame, elle dit, même si c'est un petit enfant, normalement ça bouge beaucoup. Si elle n'a plus assez d'énergie pour bouger, c'est que vraiment, ça ne va pas. il faut consulter au plus tôt. Et plus tôt on consultera, et moins on en arrivera à l'acidocétose et donc au coma métabolique. Oui. Vraisemblablement, ce n'est pas vraiment le cas, parce que vous me disiez tout à l'heure quand même que les gens arrivent à un stade assez avancé, malheureusement. Donc finalement, on met ça sur le compte de la fatigue, on attend un peu. Non, c'est heureusement pas la majorité des cas quand même. C'est 30% des cas, ça dépend des séries, ça dépend des pays, etc. En fait, les premiers signes, effectivement, peuvent prêter à confusion et les parents ne vont pas s'inquiéter ou quelquefois se voilent
la phase, parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent. Dans le déni un peu. Voilà, ils sont un peu dans le déni. Et du coup, ils arrivent malheureusement à ce stade. Chez les tout petits, je dois dire que c'est difficile. Et vous avez vu, dans ceux qu'on avait hospitalisés, c'était tous des petits. On a en ce moment beaucoup de petits nourrissons qui sont hospitalisés pour une découverte de diabète. Et là, c'est difficile parce que les petits, ils ont une couche. Donc, la maman, elle ne va pas avoir... qui va pas demander à aller aux toilettes, il va boire peut-être un peu plus, etc. Donc là, c'est vrai que c'est plus trompeur. Et chez ces enfants-là, c'est vrai qu'on a tendance... ils viennent consulter presque toujours en acidocétose, c'est-à-dire au stade déjà où ils vomissent, où ils ont mal au ventre, où ils ont une petite détresse respiratoire. Oui. Voilà. Alors il y a aussi, on en a parlé tout à l'heure, vous en avez parlé, professeur Bismina, les profils à risque ou les terrains à risque. On a parlé de terrain génétique. Aujourd'hui, c'est révélé dans cette maladie. Mais de quelle manière? C'est-à-dire, par exemple, si on a des parents qui ont un diabète de type 2 ou si on a une maladie auto-immune, il faudra s'inquiéter. Comment ça se passe finalement? En fait, surtout le diabète de type 1. Oui. D'accord? Donc le diabète de type 1, si on a un parent ou un frère et une sœur qui a un diabète de type 1, on a beaucoup plus de chances d'avoir un diabète de type 1. D'accord? Et effectivement, toutes les maladies, alors il y a certaines maladies, toutes les maladies auto-immunes marchent ensemble, un peu, j'allais dire. Quand on a une maladie auto-immune, on a beaucoup plus de chances d'avoir une maladie auto-immune. Et il y a d'autres maladies ou des syndromes. La trisomie 21, une des patientes qui était dans le reportage a une trisomie 21, ça arrive un peu plus souvent chez eux. Les syndromes de Turner, les filles qui ont un syndrome de Turner, certaines maladies particulières, les arthrites juvéniles, etc. Ces patients-là sont un peu plus à risque, donc on va être un petit peu plus vigilants. D'accord. Voilà. Et sinon, mais vraiment, c'est dans la fratrie. D'ailleurs, les mamans en général qui ont un enfant qui est déjà diabétique, elles vont s'en rendre compte plus vite pour le deuxième. Oui. Vous reconnaissez dans ça, Monsieur Mjdel, est-ce que vous avez d'autres personnes qui sont atteintes de diabète de type 1 dans votre famille? Non, dans ma famille, on n'a jamais rencontré ça. Mais sa cousine, elle a la maladie cœliaque. Oui, d'accord. Oui. Est-ce qu'il y a un rapport? Il y a un rapport entre les deux maladies. Là, c'est les docteurs qui vont nous répondre. Oui. Ils vont le même sous-tendre génétique. C'est le même terrain génétique pour les deux maladies. C'est-à-dire que quand on est cœliaque, la probabilité qu'on devienne diabétique est quand même beaucoup plus importante que... Plutôt non, un diabétique, la probabilité qu'il présente une maladie cœliaque est importante. Un cœliaque qui devient diabétique, c'est moins important. Mais sur le plan du terrain génétique, on est sur le même terrain génétique. On est vraiment sur les mêmes prédispositions génétiques. Et c'est pour ça que c'est à peu près les mêmes maladies. Et même si on ne trouve pas de diabète dans la famille, on va trouver une maladie cœliaque, une autre maladie qui est sous-tendue par le même terrain génétique. Oui. On peut naître finalement diabétique de type 1, ça peut arriver? Alors, pas naître de diabétique, Très tôt, en tout cas, oui. Ça peut se faire. Alors, en général, les bébés, en tout cas en période néonatale, qui font des diabètes, c'est pas des diabètes de type 1, c'est des diabètes néonataux, c'est des diabètes génétiques jusqu'à l'âge de 6 mois. Il y a quelques années, on considérait que les diabètes révélés jusqu'à l'âge de 1 an sont considérés comme des diabètes néonataux. Il fallait faire des études génétiques et c'est des thérapeutiques particulières. Maintenant, comme il y a eu justement cette épidémie, cette recrudescence du diabète de type 1 dans la population des jeunes enfants, on dit que jusqu'à l'âge de 6 mois, tout diabète qui se révèle doit être considéré comme un diabète génétique. Et il faut qu'il y ait des études génétiques pour savoir quel type de diabète, pour savoir comment traiter, pour savoir aussi quel est le pronostic, quoi dire aux parents, qu'est-ce qu'ils vont devenir. À partir de l'âge de 6 mois, c'est des diabètes de type 1. Donc à partir de l'âge de 6 mois, on peut tout à fait avoir un diabète de type 1 et nécessiter les mêmes thérapeutiques que des enfants plus grands. Alors, on peut être touché à n'importe quel âge, où il y a des âges à surveiller particulièrement, comme la puberté par exemple. Est-ce que c'est un âge sensible ou pas finalement? Non, c'est pas... Non. Dès le jeune âge, on peut avoir des périodes 3-4 ans. La preuve, lui, c'était 4 ans. Et puis après, on va jusqu'à l'adolescence. Les fréquences. C'est vrai que les fréquences varient. Les statistiques ont donné que plus on avance un petit peu en âge, plus le chiffre augmente un peu. Après, on fait une moyenne de tous les âges jusqu'à 15 ans, mais on peut les avoir à tous les âges. Sur les données... Mais il est évident que la prise en charge est d'autant plus difficile que ça survient beaucoup plus tôt. Parce que autant un enfant qui parle, qui marche, ou un adolescent, bon, après, l'adolescence, c'est difficile à prendre en charge par rapport au caractère, etc. Mais il peut déjà un petit peu se prendre en charge. Mais plus l'enfant est jeune, je suppose que les collègues... Par rapport à l'acceptation peut-être de la maladie. Les parents eux-mêmes
sont vraiment malheureux d'avoir... difficilement la maladie, effectivement. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose? Je voulais dire par rapport à l'incidence du diabète, quand même s'il y a une augmentation des chiffres de façon globale, et notamment dans la population des plus jeunes, nous, sur les données en tout cas algériennes, ça reste quand même la population des 10-15 ans. Oui. Quand on parle d'incidence, on est globalement à 28,6. Quand on s'intéresse aux 10-15 ans, on est à 40. 40 et quelques garçons et 40. Donc vraiment 10-15 ans. Et plus on va dans l'âge, plus l'incidence, elle augmente. Oui. Alors, le diagnostic, on en a parlé tout à l'heure, vous avez dit que c'était plus difficile pour les tout petits. C'est une prise de sang, finalement. Ça consiste en quoi? En fait, c'est très facile, d'accord. Il faut juste confirmer qu'il y a trop de sucre dans le sang ou dans les urines, d'accord. Donc, vous savez, la première fois qu'on a découvert le diabète, c'est en goûtant les urines des patients avant, quand il n'y avait pas, et les urines étaient sucrées. D'accord? Parce qu'en fait, ce qui se passe, le professeur Bonspina l'a expliqué, c'est comme l'insuline ne permet pas au sucre de rentrer dans les cellules, il va aller dans les urines. Donc, au cabinet, par exemple, on peut tout à fait faire juste une bandelette urinaire, et si on a du sucre dans les urines, ça veut dire qu'il y a un diabète. Après, il n'y a même pas besoin de faire une glycémie veineuse, même si il faut la faire, mais un dextro, une glycémie capillaire, on peut faire ça aussi au cabinet. Si elle est à plus de 2 grammes à n'importe quel moment de la journée, ou une glycémie veineuse à plus de 2 grammes à n'importe quel moment de la journée, c'est un diabète chez l'enfant en tout cas. D'accord. Oui. Ou la glycémie veineuse, bien sûr, à jeun, comme dans le diabète de type 2, au-dessus d'un certain... D'accord. Alors, on a parlé du diagnostic. Pourquoi il est important, finalement, un diagnostic précoce dans cette maladie? On a peur de quoi? En fait, le plus précoce pour éviter la complication grave qui est l'acidocétose, qui est la complication probablement la plus sévère, d'accord, quand à un moment on a tellement pas assez d'insuline. C'est un coma, c'est ça, c'est un coma diabétique. Alors voilà, donc en fait on a des produits de dégradation dans les urines, on a une acidose, d'accord, c'est vraiment une acidose, et ça commence par des vomissements, on a une détresse respiratoire, les enfants ont du mal à respirer, et au bout d'un moment effectivement il va y avoir des troubles de la conscience et ils peuvent aller dans le coma. Et c'est pas tellement le coma en soi, c'est que ça s'accompagne d'une déshydratation très sévère, d'accord, et donc le traitement c'est de réhydrater et de donner bien sûr de l'insuline pour pour corriger tous les troubles. Oui. Et ça, c'est vrai que c'est grave et ça peut être mortel. Alors vous avez parlé tout à l'heure du diagnostic, Monsieur Mjdel, vous avez parlé de la pédiatre justement qui vous a mis sur une piste et qui, grâce à elle, vous avez finalement su que votre fille avait un diabète. Comment vous avez encaissé cette annonce? Comment vous avez vécu ce moment? C'est pas facile, c'est pas facile d'accepter ça. Moi, en tant que papa, peut-être que j'ai resté toute une nuit anormale, des larmes aux yeux, des émotions. Alors que vous vous en doutiez quand même un peu, vous. Non, vous étiez presque sûr. Malgré ça, mais quand le coup prétombe. Voilà, c'est douloureux. C'est douloureux. C'est difficile. Mais c'est brutal. Mais sa mère, je pense qu'actuellement, elle est toujours mal à l'aise. Oui. Pourtant, ça fait des années. Ça fait, c'est vrai que moi, ce que je vois dans cette maladie-là, c'est que c'est une maladie à jour. Il fallait toujours, il faut garder l'enfant, il faut qu'il boive, il faut une vigilance de tout instant. Voilà, la nuit, il faut le surveiller, l'hyperglycémie, l'hypoglycémie, soi-disant, surtout avec le pic. Il y a des enfants chaque jour. Vous dormez sur une seule oreille finalement, vous ne dormez pas. On ne dort pas. On parle toujours du diabète. La première discussion avec sa mère, soi-disant, je sors au travail et tout ça, je vais l'appeler comment dua. Quel est son va-t-elle? Comment son sucre? On vit pratiquement avec ce... Vous avez d'autres enfants, Monsieur Mjdel? Oui, j'ai 2 filles encore. Oui. Maintenant, ils sont bien. Espérons bien que... Je connais un voisin, il a 2 filles. Diabétiques. Deux sont diabétiques, d'accord. Alors, est-ce qu'on est conscient de la brutalité de le moment de l'annonce et comment faire en sorte
qui ne soit pas aussi brutal? C'est très compliqué et difficile, hein, j'imagine, mais comment faire? L'annonce, elle est brutale de toute manière. Vous avez bien vu, les parents, ils s'en doutent souvent. Ils ont un pressentiment, ils savent. Mais on a du mal à l'accepter. Ils espèrent qu'on va dire autre chose. Donc, il y a toujours, mais dans tout ce qui est mauvaise nouvelle dans la vie, il y a le moment du déni. Après, il y aura un moment où on va faire le deuil de l'enfant idéal qui n'est pas malade, et après il y a la résilience et on vit avec. La particularité du diabète, et je comprends tout à fait le monsieur parce qu'on le vit avec nos patients, c'est que nous on les voit en consultation tous les 3 mois, quand ils vont pas bien, on peut les voir même parfois à leur demande, toutes les semaines ou tous les mois, mais eux ils le vivent au quotidien, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et ils vivent avec la maladie, ils vivent avec la surveillance, ils sont en charge de la gestion de leur malade. Nous, en tant que professionnels de la santé, en tant que médecins, on leur donne les outils. Mais ce n'est pas nous qui le vivons au quotidien et c'est à eux de faire les choses. Et ils le font, ils prennent des décisions sur leur alimentation, ils prennent des décisions sur leur dose d'insuline. Les mamans, ils vous disent, quand vous faites des analyses de qualité de vie, elles ne dorment pas quand elles ont un enfant diabétique, parce que justement, par rapport aux autres... En fait, c'est une maladie qui vient chambouler la vie de tout le monde. Elle ne peut pas dormir, elle dort en se disant, est-ce que mon enfant, quand elle dort par épuisement? Peut-être qu'en me réveillant, il va être en hypoglycémie. Quand ils font des problématiques, elles culpabilisent. C'est une charge sur le plan... Elles font le soin, elles sont des mamans. Et en même temps, il y a d'autres problématiques, parce qu'il peut y avoir des conflits à l'adolescence, parce qu'il faut être là pour surveiller. Oui. Vraiment, c'est une charge... Des enfants qui ne veulent plus prendre, par exemple, leur traitement. Qui ne veulent pas se contrôler, qui ne veulent pas respecter les règles alimentaires. C'est les parents qui doivent faire le policier à domicile. Et donc, en fin de compte, ça peut créer aussi une mauvaise ambiance, une mauvaise atmosphère. Absolument. Il y en a d'autres, les enfants. Il faut penser à ceux qui ne sont pas malades. Et comme vient de le dire le père, si chaque fois qu'il parle avec son épouse, le principal souci et l'objet de la conversation, c'est l'enfant malade, on se met aussi à la place de ceux qui ne le sont pas dans la fratrie et qui voient que l'intérêt des parents est essentiellement... Il y aura beaucoup de communication en tout cas. Alors, j'imagine qu'il y a aussi, on va parler des traitements, mais il y a aussi une notion qui est très importante dans les maladies, dans toutes les maladies chroniques, mais le diabète peut-être particulièrement, et notamment lorsque ça touche des enfants, cette notion d'éducation thérapeutique. Alors, comment faire pour éduquer des enfants? Ça aussi, c'est compliqué. Hein. En fait, maintenant, c'est pratiquement... une spécialité en marge de la médecine parce que c'est complémentaire. On ne peut pas aider les parents à prendre en charge la maladie dans une consultation. C'est très chronophage, on ne peut pas tout leur expliquer, etc. La nourriture, la diététique, l'activité physique, le contrôle, etc. Et donc maintenant, il y a des personnes, en général, c'est soit des médecins, intéressés en nutrition, soit des paramédicaux qui sont dans certains pays indispensables dans un service où on traite ce type de maladie parce qu'il y a le côté prescription et consultation du médecin, mais à côté, il y a tout ce côté éducation parce qu'au jour le jour, comme on vient de le voir, il faut vérifier que les choses sont bien faites et à chaque consultation ou voire plus proche encore, par exemple une fois par mois, parfois, il faut revoir les données qui ont été données donc aux patients et à ses parents, si ça a été bien assimilé, si c'est bien appliqué, etc. Donc, il faut qu'on ait de l'aide pour la prise en charge de ces pathologies, sans compter les outils, bien sûr. On va poser la question peut-être à M. Jdel, justement. Oui. Alors, comment ça s'est passé pour vous, pour votre fille? Alors, au tout début, j'imagine que c'est vous qui faisiez tout, parce qu'elle avait 4 ans. Aujourd'hui, elle a 9 ans. Ouais. Vous me disiez, en préparant cette émission, qu'elle commence à prendre sa glycémie. Bien sûr. Voilà. Maintenant, comment ça s'est passé? Comment vous lui avez expliqué les choses? Au premier temps, c'est difficilement d'accepter cette maladie. En plus, elle était très jeune. Bien sûr, elle pose des questions, soi-disant, dans l'attente que vous allez guérir. Mais toujours, elle nous pose des questions quand je vais arrêter cette insuline, quand je vais arrêter ces pics. Oui, elle était fatiguée. Voilà, quand. Nous, en essayant toujours d'expliquer, voilà, c'est une maladie, on peut rien faire, seulement il faut suivre le traitement, il faut bien manger, l'hygiène de vie. Donc, c'est vrai, il y a des moments, c'est difficile à lui convaincre, soit disons dans des fêtes, surtout la société.
Parce que à la maison, j'évite toujours d'acheter des boissons, des gâteaux, tout mais ça. On va voir que c'est pas complètement interdit. Hein. Oui, terminé. J'essaie d'éliminer quelques, comme des chips, comme des bonbons. Oui, des cochonneries. Voilà. Mais ces choses-là, lorsqu'elle rentre à l'école avec tous les enfants qui sont de même âge et tout ça, elle les voit souvent manger, ramène, achète et tout ça. J'essaie toujours de la convaincre que ce n'est pas des bonbons, des On va peut-être poser la question à la spécialiste, hein, peut-être parce que finalement on peut trouver un compromis, hein, finalement. Parce que c'est vrai, on a cette idée que le diabète sucré, on ne doit pas manger de bonbons, on ne doit pas manger de sucre. Finalement, est-ce que c'est réellement interdit pour les enfants diabétiques de type 1 ? Alors, c'est jamais bon de manger du sucre, même quand on n'a pas un diabète de type 1. Je redis ça quand même parce que pas dans l'excès, mais je veux dire, par exemple, dans des anniversaires. En fait, il faut juste garder en tête qu'à chaque fois qu'on mange quelque chose où il y a du sucre, que ce soit un sucre rapide ou un sucre lent, un sucre simple ou un sucre complexe, il faut qu'il y ait de l'insuline. Donc, en fait, en pratique, si on fait de l'insuline avant de manger un sucre, il n'y a pas de problème, d'accord ? Le problème de ces enfants-là, c'est qu'ils veulent manger sans faire d'insuline. Donc nous, ce qu'on leur propose de plus en plus maintenant dans le service, c'est ce qu'on appelle l'insulinothérapie fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on va leur apprendre à calculer combien il y a de sucre dans tout ce qu'ils vont manger et ils vont faire une dose d'insuline à chaque fois qu'ils vont manger. Alors c'est vrai que c'est un peu lourd quand on fait ça au stylo, au injecteur, et c'est beaucoup plus facile pour les enfants qui ont une pompe à insuline qui n'est malheureusement pas disponible partout. Je voudrais juste revenir quand même un tout petit peu sur l'éducation thérapeutique, parce que c'est vraiment quelque chose de très important. C'est très très important. Et l'hospitalisation finalement initiale, les enfants quand ils ont une acidocétose, on les garde 24 heures, 48 heures, ça y est. Et après on les garde 10 à 15 jours juste pour apprendre aux enfants, mais surtout aux parents, à prendre en charge le diabète. D'accord ? Et donc pendant cette première hospitalisation qu'on va faire les premières séances d'éducation, qui sont faites par les infirmières, il faut qu'ils apprennent à faire les dextros, c'est-à-dire mesurer la glycémie capillaire. Il faut qu'ils apprennent à faire les injections, les deux parents normalement et l'enfant quand il est un petit peu grand. Il faut qu'ils apprennent à reconnaître les signes d'hyperglycémie, les signes surtout d'hypoglycémie, d'accord, et comment réagir en cas d'hypoglycémie, en cas d'hyperglycémie. C'est vraiment une éducation qu'on fait pendant au moins 10 jours. Et nous, à l'hôpital, on a aussi des séances en dehors de l'hospitalisation. Tous les lundis après-midi, ils viennent avec une éducatrice pour faire 2 séances au moins. Et on a aussi des séances d'insulinothérapie fonctionnelle à côté. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on fait au quotidien, qu'on fait aussi en consultation à chaque fois, qu'on revoit avec eux. Est-ce qu'ils savent comment faire en cas d'hypoglycémie? Est-ce qu'ils remplissent, on en est malheureusement encore en Algérie, à faire les dextros et à remplir les carnets, ce qui est franchement un peu dépassé par rapport aux autres pays. Mais c'est vraiment quelque chose de fondamental, parce que s'ils ne savent pas tout ça, en fait, ils ne pourront pas gérer leur enfant avec la maladie. C'est vraiment l'un des piliers de la prise en charge du diabète. Oui. Permettez-moi juste de compléter par rapport à l'éducation. Oui, mais juste, allez-y, mais après, il faudra rappeler aussi les signes de l'hypoglycémie, parce que ça aussi, c'est important. Oui, mais c'est pas grave. Par rapport à l'éducation, il ne suffit pas, justement, pour sensibiliser même aux parents et aux enfants qui sont déjà diabétiques, il ne suffit pas de la faire une seule fois. Parce que souvent, quand on est éduqué une seule fois, on pense savoir, on sait probablement, on le fait bien pendant un certain temps et après on oublie. Et dans la routine, il y a des choses indispensables à faire qu'on ne fait plus. Donc l'éducation thérapeutique, elle est faite au moment diagnostic, elle est faite en séance d'éducation plus tard et elle est refaite. Par exemple, quand on a une enfant de 4 ans qui a fait son diabète, si on n'a pas pris la peine de la reprendre elle pour lui expliquer pourquoi il faut faire ses insulines, c'est quoi un diabète, pourquoi il faut s'autocontrôler, c'est difficile pour la mère de se charger de ces informations. Elle le fait, elle va lui passer un peu pour l'autonomiser, mais on les reprend en éducation thérapeutique pour lui réexpliquer pourquoi, et parfois de façon annuelle. L'éducation thérapeutique, c'est pas quelque chose qu'on fait. Il faut des rappels, c'est ça, des piqûres de rappel. On fait, on refait, on refait éternellement, tant qu'ils sont malades, pour leur rappeler, pour vérifier qu'ils font les choses bien et pour corriger quand il y a des erreurs qui se sont installées. Ces enfants il y a aussi, alors quand vous dites qu'il faut leur parler aussi beaucoup et leur expliquer, hein, je vous ai entendu dire, j'y arrive, que vous le faisiez aussi à travers des dessins, hein, pour simplifier les choses. Oui, mais il y a aussi, oui, mais il y a aussi un chemin à suivre par rapport au trajet de la vie et qu'est-ce que peut rencontrer le malade. Et là, il y a plusieurs manières de faire avec, ça dépend en groupe ou alors individuellement. Il y a différentes façons de faire. Et par exemple, j'aimerais aborder le cas particulier des filles.
Pour les filles qui seront éventuellement des mères par la suite, très tôt, dès qu'elles ont leurs règles, par exemple, on leur explique que voilà comment elles devront gérer cette féminité et on leur explique comment plus tard il faudra qu'elle pense, parce que c'est pas au moment où elle va se marier qu'on va lui dire qu'elle doit programmer une grossesse ou quelque chose comme ça. Donc très tôt, dès qu'elle a ses règles, on lui explique que voilà pourquoi c'est fait et voilà comment elle doit le vivre avec son diabète et qu'elle doit faire attention, plus que peut-être une fille qui n'a pas de diabète, parce que plus tard, il va falloir qu'elle prenne en considération dans sa féminité et dans son éventuelle fertilité plus tard, le fait qu'elle soit diabétique pour avoir des enfants en bonne santé et vivre une grossesse en bonne santé. Absolument. Il ne nous reste pas beaucoup de temps malheureusement, il y a beaucoup de choses à dire, mais il faudra se focaliser sur les soins, parce que ça c'est un point très important aussi. Alors finalement, on parle beaucoup du diabète comme étant une maladie qui a beaucoup évolué, mais on est quand même étonné de voir que dans le diabète de type 1, le seul traitement reste l'insuline finalement, professeur. Pour l'instant, oui, le seul traitement reste l'insuline et malheureusement encore l'insuline par voie injectable. C'est ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore trouvé une insuline qu'on peut prendre en comprimé ou par voie inhalée. Donc malheureusement, ce sont des enfants qui font des injections. C'est vraiment lourd le diabète. C'est des enfants qui font des injections plusieurs fois par jour. Pourquoi ? Parce qu'il y a des études qui ont montré que quand on faisait plusieurs fois par jour, ça marchait mieux sur les complications à long terme et sur l'équilibre du diabète. Et donc ils se piquent 5 fois par jour. C'est énorme, hein. Parfois ça peut arriver jusqu'à 10 fois par jour. Et 5 fois, c'est juste pour les injections. Quand vous comptez en plus la surveillance glycémique, les glycémies capillaires, c'est aussi 6 fois. Donc ils se piquent, voilà, 6 à 10, donc ils se piquent, vous imaginez, plus de 10 fois par jour. Donc c'est quelque chose de très lourd. Et malheureusement, alors heureusement, on a... Alors un des messages justement, peut-être à dire ce soir, c'est que ailleurs, sous d'autres cieux, il y a d'autres traitements qui facilitent la chose, justement. Vous en parliez tout à l'heure, mais ils ne sont pas... Alors, on n'a pas d'assurance, peut-être. C'est-à-dire que le traitement, le principe du traitement est toujours le même, qu'il faut donner, pour vraiment très simplifier, une insuline pour vivre, c'est l'insuline basale, et des insulines rapides à chaque fois du repas, à chaque fois qu'on mange, c'est l'insuline rapide. Et alors, ici, on le fait avec des stylos à insuline, c'est-à-dire on fait des piqûres, et ailleurs, il y a les pompes à insuline. Et surtout pour les tout petits, en fait. Surtout pour les tout petits. Les pompes à insuline, le principe est exactement le même, mais au lieu de se piquer, il y a un diffuseur qui permet de diffuser de l'insuline, de donner l'insuline de base. Et pour les petits, c'est très important parce que leurs besoins d'insuline varient aux différents moments de la journée. Et aussi, à chaque fois qu'ils mangent, c'est plus facile de faire un bolus, on appelle ça un bolus, que de faire des injections. Plus que les pompes à insuline, je dirais que ce qui est vraiment important pour les enfants, parce que ce qui fait le plus mal, c'est pas les injections d'insuline, mais c'est les glycémies capillaires, qui sont vraiment très douloureuses. C'est les capteurs de glycémie en continu. Ça, c'est vraiment quelque chose. C'est disponible maintenant ici en Algérie. C'est malheureusement très cher et c'est pas accessible. Voilà. Or, ça change la vie. Donc, on parlait des mamans. Et ça, c'est très important. Par exemple, ce que disait tout à l'heure Monsieur Mjdel pour le fait que sa fille, c'est-à-dire que tout le monde ne dormait pas parce qu'on devait surveiller la petite. Exactement. Parce que ces capteurs, en fait, ils sont branchés à un téléphone ou à un petit appareil et ils ont des alarmes. Donc, dès que le sucre commence à baisser dans le sang, ça alarme les parents et franchement, les mamans qui les utilisent, elles disent ça y est, on dort. Je peux dormir parce que je sais que dès que le sucre va commencer à diminuer, ça va me réveiller. Donc, ça change la vie et je dirais que ça, vraiment, c'est quelque chose qui est tout à fait abordable et qui, j'espère que sera remboursé. Donc, si le ministre qui s'occupe de ça nous écoute, s'il vous plaît, faites en sorte que c'est remboursé. Je m'excuse, non, mais c'est très important. En dehors de la qualité de vie, en pharmacoéconomie, c'est-à-dire que si on comptabilisait maintenant ce que ça nous coûte d'utiliser des capteurs, est-ce que ça va nous faire gagner en adultes qui vont être productifs dans la société, parce qu'ils n'auront pas de complications. Pour prévenir les complications. Parce qu'ils n'auront pas de complications, parce qu'ils seront mieux équilibrés. C'est des jeunes enfants qui sont, quand on est diabétique à l'âge de 4 ans, de 5 ans, de 9 ans, on a encore devant nous toute la vie. C'est pas la même chose que quand on est diabétique à l'âge de 60 ans ou de 80 ans. Donc, si on veut avoir des adultes productifs et qu'on ne va pas payer pour eux en soins, en dialyse, en problèmes ophtalmo, toutes les complications cardiovasculaires, il faudrait qu'on se donne les moyens en population pédiatrique
et ils ne sont pas si nombreux que ça. Même si on dit qu'il y a un nombre important d'Algérie, on est dans le top 10, mais si on faisait réellement des études de pharmacoéconomie, on se rendrait probablement qu'au-delà de la qualité de vie, on gagnerait en soins. Je crois qu'il y a quand même un avantage. Il reste du temps, très brièvement. On commençait à avoir des pompes qu'ils peuvent installer et bien évidemment, les enfants ont été privilégiés, ce qui fait qu'ils aboutissent souvent dans les services de pédiatrie, mais ils sont vraiment très très peu nombreux. Mais il faut positiver un petit peu en disant qu'on est passé de la seringue au stylo, du stylo au lecteur, disponible pour tous. Espérons qu'on passera à la pompe. Au capteur. Voilà. Espérons qu'on passera à la pompe et au capteur justement pour éviter à ces tout petits justement de se piquer plus de 6 mais la prise en charge devrait être beaucoup plus ciblée que ça et privilégier les enfants bien sûr. Voire 10 fois par jour. Il nous reste plus de temps, professeur Bismillah. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. 3 seins par mois comparé à 2 fois par mois pour l'autocontrôle glycémique. C'est juste nombre de piqûres. Oui. Merci beaucoup. La dépense principale de la CNAS, c'est les bandelettes. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir participé à cette émission. J'espère qu'on a pu répondre à une partie, ne serait-ce qu'à une partie infime, des questions que vous posez sur ce sujet. Cette émission est à présent terminée. Je vous revois samedi prochain. D'ici là, faites attention à votre santé. Au revoir.